Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Veto Inside en direct du congrès AVA Lyon 2024. Aujourd'hui, on va parler des marqueurs de la fonction rénale. Quoi de neuf, docteur? Je vous propose d'en parler avec ma consoeur, le docteur Clémence Perron, spécialiste en médecine interne. Bonjour Clémence. Bonjour Valérie. Bon, Clémence, Stade Iris, valeur de référence des labos, cystatine B, SDMA. Bon, on ne sait plus où en donner de la tête, mais est-ce que c'est les Stade Iris finalement, c'est pour le diagnostic ou pas du tout? Effectivement, il y a beaucoup de choses. Au niveau des marqueurs rénaux, au niveau des critères de diagnostic, on a tendance à être un peu perdu. La classification Iris, comme son nom l'indique, elle est faite pour classer. Donc pour stader la maladie rénale. Le diagnostic, c'est une autre partie. Le diagnostic, il se fait avec le laboratoire de référence qu'on utilise. Chaque laboratoire, il a ses valeurs de référence qu'il a établies en fonction de la technique qu'il utilise pour doser les marqueurs, comme l'urée, la créate par exemple, la SDMA, les autres. Il a établi ses valeurs de référence sur la base de sa population de référence. Et puis, basé sur ces valeurs de référence, on va diagnostiquer notre animal, azothémique ou non. On va faire même plusieurs mesures parce qu'une valeur isolée, elle est susceptible d'évoluer dans le temps. Ça peut être quelque chose d'accidentel. Donc une fois qu'on a des valeurs bien stabilisées dans le temps et qu'on sait autour de quelles valeurs tournent les valeurs de notre animal, on a posé notre diagnostic de maladie rénale. Quand notre diagnostic est fait, là on va se tourner sur la stadification Iris. On va aller regarder. Et alors là, il n'y a plus qu'à suivre le guide. Sur les pocket guides, il y a selon certains critères de valeur, de créate, de SDMA, selon si on a de la protéinurie notamment aussi, on va stader. Et alors des fois, qu'est-ce qu'on fait si ma créate me donne un iris stade 2 et ma SDMA me donne un iris stade 1? On prend le stade le plus élevé, on s'embête pas, et ensuite on va traiter en fonction, toujours en suivant la classification. D'accord. Donc en fait, le stade iris, c'est pas tout de suite, c'est dans un second temps. Et voilà, il faut bien respecter ce petit timing. On diagnostique et ensuite on stade. D'accord, mais alors, sur quelle valeur se baser pour poser un diagnostic précis, justement, de maladie rénale, selon toi? Alors déjà, toujours se baser sur les valeurs du labo qu'on utilise. Et puis alors, en termes de tests diagnostiques, effectivement, il y en a beaucoup. Dans le meilleur des mondes, on aimerait tous pouvoir les utiliser, avoir le budget pour doser tout ça. Et puis, parce que c'est comme un puzzle, plus on a d'infos, plus on a de paramètres, et plus on aura une idée claire de ce qui se passe. C'est pas toujours possible, il faut prioriser, on est un petit peu tenu par le budget des fois. Donc effectivement, on a énormément de tests à disposition. Les paramètres historiques, l'urée, la créate, dont on peut difficilement se passer. Les nouveaux marqueurs qui arrivent, comme la SDMA, qui est un marqueur plus précoce de maladie rénale, qui va augmenter à partir de, des fois, 25% de perte de fonction rénale par rapport à la créate, qui augmente à partir, en général, de 2/3 à peu près de perte de fonction rénale. On a aussi des marqueurs qui sont urinaires, comme la cystatine B, notamment, qui est un marqueur de lésion, pas de fonction rénale, au contraire de l'urée, de la créate ou de la SDMA. L'analyse urinaire, on ne peut pas s'en passer. Allons à la source, les reins produisent l'urine. Si je veux voir s'il fonctionne correctement, je vais faire une analyse d'urine. On a énormément de choses. Mais en termes de fiabilité, justement, je ne sais pas si ça se fait de faire un ranking en fait des marqueurs en termes de fiabilité, mais si tu devais donner une shortlist de ceux dont tu ne peux pas te passer. Je pense que, alors effectivement, comme tu dis, c'est dur de parler de fiabilité, parce qu'effectivement, ils sont tous fiables en fonction de ce qu'ils sont capables de dire. Et chaque test diagnostique, chaque marqueur, il est important de connaître ses limites et puis ses intérêts pour savoir bien les utiliser. Je pense que ceux dont on peut difficilement se passer, c'est l'analyse d'urine. L'analyse d'urine, pour moi, elle fait vraiment partie du gold standard, on va dire. De l'examen clinique même. De base. C'est vraiment la base. Voilà, c'est facile à obtenir. Ça permet quand même, c'est un ultrafiltrat du sang, donc ça permet quand même une vision directe de ce qui se passe là-dedans. L'analyse d'urine, on va avoir accès à la densité. Est-ce qu'il y a des protéines? Est-ce qu'il y a des bactéries? Est-ce qu'il y a des cylindres? Est-ce qu'il y a des cristaux? Ça nous donne quand même une idée de la santé rénale dans tous les cas. Et puis en marqueur, je dirais historique, c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser urée-créate. Urée, c'est vrai que si je devais choisir entre urée et créate, bien sûr que je prends la créate, qui est sujette à beaucoup moins d'interférences. Il n'y a pas de réabsorption, pas d'excrétion active de la créate. Donc forcément, je vais la préférer à l'urée si je devais choisir. J'oublie pas que c'est quand même un marqueur qui est assez tardif, que quand elle commence à augmenter, en général, il y a bien 2/3 de perte de fonction. Donc j'aime bien mettre une SDMA avec, parce que je sais que ma SDMA, elle va augmenter beaucoup plus précocement. Là, je vais quand même avoir une vision assez claire de ma fonction rénale. Et alors, si je peux, je mets une cystatine B parce que j'aurai vraiment en plus un éclairage sur des lésions rénales éventuelles. Et puis après, on a tous les marqueurs un petit peu, je dirais, j'aime pas dire secondaires, parce que pour moi, ils sont tous importants, mais un ionogramme.
parce que mes ions ils vont varier si mes reins fonctionnent pas bien. Un FGF23 pour savoir si je dois adapter mon apport en phosphore. Donc il y a énormément de choses dont je peux me servir. Mais c'est vrai qu'en priorité, oui, peut-être j'irai sur au moins un marqueur de fonction, type créate ou SDMA, et ou SDMA avec SDMA si on peut. Comme ça, j'ai un marqueur précoce, un marqueur plus tardif, un marqueur de lésion comme la cystatine B, un FGF23 si c'est un chat, je serais contente de savoir si je dois adapter. Un iono, une analyse d'urine. La liste est tellement longue. Oui, là, c'est une shortlist qui devient une liste un petit peu plus longue. Mais tu es une perfectionniste, hein, mais c'est bien. Alors, il y a des pièges quand même, j'imagine, qu'il faut éviter. Parce que c'est vrai qu'il y a la théorie, il y a la pratique. Hein. Oui. Donc, j'ai envie de dire, là, on est dans un monde idéal. Tout à fait. Voilà, puis c'est un sujet que tu connais à fond. Ouais. Mais quels sont les pièges qu'il faudrait éviter? Déjà se dire qu'effectivement, comme tu disais, les animaux ne lisent pas les textbooks et qu'on est sur du vivant et qu'on adorerait tous avoir un petit paramètre recette ou un test où on se dit, voilà, lui, quand il est positif ou négatif, je peux tirer toutes les conclusions nécessaires. Malheureusement, ça n'existe pas. C'est ça qui fait la beauté de notre métier aussi, hein, d'ailleurs. On a besoin de plusieurs tests. Les laboratoires mettent à notre dispo beaucoup de tests. Et nous, on va essayer d'en utiliser le plus possible parce que nous, il faut qu'on se fasse une idée précise de ce qui se passe. Et les pièges, alors, c'est dur de les éviter, mais au moins, c'est bien de pouvoir les reconnaître. Par exemple, typiquement un animal qui va être protéinurique, sans azotémie. Où on se dit, mais attends, c'est possible qu'il ait de la protéinurie, mais il n'est pas azotémique, c'est bizarre. Oui, c'est possible. Parce que tu pourrais t'imaginer que les deux vont ensemble, finalement, ou c'est pas bête toujours. la remarque? On peut avoir vraiment une atteinte purement glomérulaire avec juste une protéinurie. Et une azotémie qui va, dans les cas de glomérulopathie, arriver des fois 1 an, 2 ans plus tard. Voire des fois pas, mais en général elle finit par arriver sur les glomérulopathies. Et puis on peut être juste en début d'évolution de maladie rénale, on est juste au stade où le rein, lui, il a décidé de commencer par être protéinurique. Il n'y a pas d'azotémie, la SDMA elle est normale, il n'y a pas d'autres marqueurs qui sont modifiés, mais il y a une protéinurie qu'on va devoir surveiller. Il y a des cas comme ça, il y a des cas où la SDMA est normale face à un animal qui a une urée, une créate augmentée. On se dit mais la SDMA elle est censée augmenter précocement, comment ça se fait que là mon animal il est déjà azotémique, la SDMA est normale? Oui, ça arrive. Déjà parce que dans de rares cas, il y a des animaux sur lesquels c'est pas la SDMA qui augmente en premier, c'est comme ça. Et puis, il est tout à fait possible que lors de poussées hypertensives qu'on peut avoir en cas de maladie rénale chronique, la SDMA, elle est ultra filtrée et elle s'accumule pas. Et ça évolue, ça fluctue très fort au cours d'une journée. On tombe au moment où elle est dans les clous. Ouais, et là, c'est pas de bol. Donc, finalement, les marqueurs, c'est pas comme c'est écrit dans les livres, en fait. Hein. C'est pas le monde idéal, malheureusement. Faut s'en méfier. Il y a quelques petits pièges à éviter. Et par ton expérience, on tombe souvent dans le panneau ou pas? C'est assez facile, ouais, d'y tomber parce que le corollaire d'avoir beaucoup de tests diagnostiques, c'est que du coup, on a beaucoup plus de chance ou de malchance de ne pas bien les interpréter. Donc effectivement, il faut savoir ce qu'on dose, connaître les intérêts et les limites, et puis faire sa petite mayonnaise. Mais ce qui prime, c'est le sens clinique. On ne soigne pas du papier, on soigne un animal qui est là devant nous avec ses signes cliniques, et c'est à nous de faire vraiment la synthèse de toutes les infos dont on dispose, parce que finalement c'est quand même nous et notre sens clinique qui primons. Ouais, merci beaucoup Clémence. Et j'ai envie de dire, c'est le mot de la fin. C'est pas un paramètre qu'on prend seul, isolément. C'est vraiment un global. Dans sa globalité. Bon, en tout cas, merci Clémence. Merci Valérie. C'était hyper intéressant. J'espère qu'en tout cas, vous aussi, ça vous aura plu. Que maintenant, vous aurez encore une meilleure vision des paramètres de la fonction rénale. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Veto Inside avec des nombreux sujets sur tous les domaines, sur tous les segments thérapeutiques destinés à vous, vétérinaires, confrères et consoeurs. Allez, à très vite.